Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 13 avril 2024. Le 4 avril dernier, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine tenait son 22e radioton annuel sous la présidence d'honneur du Dr Charles-Éric Lécuyer. Grâce aux dons généreux de la population, un montant de 284 233 $ a été amassé. Ce dernier servira à financer l'achat d'équipements médicaux ciblés pour l'hôpital, le CLSC et les 2 CHSLD du territoire Maria-Chapdelaine. Grâce au Centre intersectoriel en santé durable de l'UQAC, notre MRC accueillera pour la toute première fois une école d'été en santé durable. La formation, qui s'étendra sur quelques jours, aura lieu au complexe immobilier Saint-Jean à Dolbeau-Mistassini. Écoutons Nadine Arbour, co-titulaire citoyenne de la chaire de recherche en santé durable, et Carole Richer, conseillère en développement social à la MRC. La santé durable, c'est un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie, un environnement sain, sur une planète en santé. C'est beau, hein? Effectivement, c'est vraiment une belle définition. Nous, on s'intéresse particulièrement à tout ce qui est promotion de la santé. Donc, en amont, hein, on est en prévention, promotion. En fait, les objectifs de cette école-là, c'est de réunir des chercheurs et des citoyens pour jaser de santé durable. Parce que c'est partout, hein, maintenant, la santé durable. On a juste à penser à nos petits gestes quotidiens, à ce qui se fait, l'amélioration des milieux de vie. Tu sais, on travaille tous en santé durable, mais c'est un peu intangible. Alors que là, dans le fond, on va en discuter pendant tout près d'une semaine entre citoyens et jeunes chercheurs. Je pense que ça va être super intéressant. Je compare ça souvent à le principe d'une école d'été à un camp d'entraînement. Alors, hein, dans les sports, dans la musique, là, dans les activités, on dit on fait un camp d'entraînement, donc un 5 jours intensif, une immersion. Une immersion, c'est ça. Oui, Ça, on va être le vraiment thème. en immersion complète. Plusieurs vont même coucher sur place, alors on aura des lieux pour manger ensemble, dormir ensemble, donc, et partager des moments tout au long de la semaine, nous permettant de faire avancer hein, notre réflexion sur la question de la santé durable et comment y parvenir. C'est un beau temps d'arrêt, les écoles d'été. Moi, je suis allée à celle de Petit-Saguenay l'été dernier, puis je trouvais que c'était vraiment bien de se poser, de réfléchir. On a un sujet à parler. C'est que, tu sais, c'est pas contraignant. Puis c'est rare qu'on fait ça, tu sais, de se poser, puis de vouloir apprendre quelque chose, puis d'aller un peu plus loin dans notre réflexion. Fait que je pense que c'est une belle occasion de le faire. Le où, ce sera ici, au complexe immobilier Saint-Jean. Ce sera du 28 mai au 2 juin. Principalement, les 3 journées, là, c'est plus du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en fait. Et les inscriptions, dès maintenant, on doit signifier son intérêt, c'est-à-dire jusqu'au 14 avril. Et par la suite, les inscriptions officielles se feront à partir du 26 avril jusqu'à mi-juin à peu près. Non, je dis ça, j'exagère, jusqu'à la mi-mai à peu près. Mais il faut vraiment signifier son intérêt pour qu'on se prépare, tout ça. Et il faut le dire, nous, on invite des gens. C'est qu'on va prioriser, en fait, les gens qui seront invités, puisque les places sont quand même limitées. Pourquoi ici, une école d'été? En fait, quand on a fait Petit-Saguenay l'an dernier, on était quelques personnes de Maria et on s'est dit que ce serait vraiment une bonne idée de faire une école d'été chez nous parce qu'on a des choses à discuter, les gens sont très, très mobilisés, tout ça. Ça fait qu'on a mis ça en branle avec l'UQAC au départ, avec Marie-Claude, qui est en formation continue. Puis après ça, on a été mis en contact avec la chaire de recherche en santé durable. C'est que tout ça, ça a fait comme boule de neige finalement. Puis, et oui, c'est chez nous. En fait, on va travailler de façon intersectorielle, c'est-à-dire que les chercheurs, les citoyens, les gens du milieu, les intervenants, tout ça, on va tous être ensemble. Mais on a 5 thèmes différents et on va avoir le même thème toute la semaine. Donc, les thèmes qui ont été retenus par le milieu sont l'adaptation au changement climatique, l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, le collectif, le sens du commun, l'appartenance, tout ça, la réussite éducative et la pression sociale face au mode de vie. Tu sais, dans le fond, la détresse psychologique, la surconsommation, tout ça, là, on sait que ça crée de la détresse beaucoup, là, ça fait qu'on veut aborder ce sujet-là aussi.
Alors, c'est 5 thèmes fort diversifiés et fort intéressants. Puis il y a des gens qui gravitent. Tu sais, sur notre territoire, il y a des gens qui gravitent là-dedans, ces thèmes-là. C'est que ça va enrichir tout ce qui va se passer là, dans cette semaine-là. J'ai confiance qu'il va y avoir des retombées dans notre milieu de ça, je pense. Tu sais. On travaille avec la Chambre de commerce, notamment. C'est que, tu sais, c'est très, très diversifié, autant les entrepreneurs que les citoyens, que les intervenants du milieu. Je pense qu'on va faire une belle cellule de réflexion. J'ajouterais en complément, en fait, aussi autour du 21 heures de formation, bien, on a quand même prévu aussi des moments, comme je le disais, là, des repas communs, mais il y a aussi des activités sportives communes, également des visites, des sorties. Vous savez, il y a beaucoup de gens. En fait, on a des gens de partout au Québec là, qui vont s'inscrire pour venir. L'objectif aussi notre objectif commun, c'est de faire connaître le milieu. Beaucoup de gens ici au Québec ne connaissent pas nécessairement la richesse offerte. Alors, c'est un peu avec nos partenaires du milieu, c'est autant de la santé, du milieu socio-économique. Moi, je remercie beaucoup, en fait, notre comité ici local, parce que sans eux, c'est sûr que l'école d'été ne peut pas avoir lieu. Alors, c'est prendre la richesse là, de la connaissance fine des besoins, des thématiques qui sont sorties, puis d'en faire aussi une promotion intéressante. Là. Alors voilà, je pense que c'est une formule gagnante. Oui, oui, je pense que oui. On a bien travaillé ensemble. Oui, puis on a même prévu, par ailleurs, on s'est dit, bien, peut-être l'occasion aussi de faire comment travailler avec le milieu culturel et artistique. Donc, en plus du milieu socio-économique, là, on a d'ailleurs une rencontre, là, je ne sais pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, concernant justement on a 3 artistes invités et eux, ils veulent voir un peu comment s'insérer là, dans le cadre de l'école d'été pour en faire des produits, des livrables qui nous amèneront sûrement plus loin. La 5e édition de Cépage en fête aura lieu le 31 mai et 1er juin prochain. Musique et dégustation de vins et d'autres alcools du Québec seront en vedette. Toute la population est invitée. Marc Gagnon, président du comité organisateur, a profité de sa visite en studio pour nous dévoiler une primeur. Cépage en fête, au début de l'idée, c'est qu'on était quelques personnes qui faisaient le tour du Québec pour voir des festivals de vin. Puis partout, c'était des vins qui étaient européens, québécois, à peine. Puis nous autres, on s'est dit, et si on ferait un festival uniquement de vins, de produits du Québec, ça ferait une belle promotion, puis les gens vont réaliser qu'il y a des bons vins qui se font au Québec. Alors là, on a comme discuté avec Mario Pelchat, qui est notre ambassadeur, qui a lui lancé son vin la première année qu'on a débuté les cépages en fête. Puis la réponse du public a été très bonne. Donc là, les vignobles, ils étaient intéressés à venir les autres années. Puis là, on a comme élaboré un autre plan pour plaire à tous, parce que il y a des gens qui venaient, mais le conjoint, il n'aimait pas les vins trop, il allait en ville prendre un verre. Puis là, on s'est dit, on va approcher des distillateurs puis des microbrasseries. Donc, on a 2 micros, on a 2 distillateurs qui offrent leurs produits à eux. Fait que là, on a l'ensemble des produits. Donc là, on croit que là, c'est le package idéal. Fait que là, on fait la promotion de ça. Fait que c'est uniquement des produits du Québec qu'on fait découvrir aux gens, puis c'est très populaire. Et nous en sommes bien fiers. En plus des vins, on va avoir une offre alimentaire aussi, parce que c'est beau boire du vin, mais selon les types de permis, ça nous prend des agroalimentaires. Donc, on approche des agros qui vont offrir leurs produits à eux autres aussi. Puis, pour agrémenter tout ça, bien, on a des spectacles qu'on offre aux gens. Puis cette année, là, on a été chanceux, on a mis la main sur des bons groupes. Fait que le vendredi soir, c'est Caravane, le premier groupe, qui vont ouvrir la grande messe, c'est hommage aux cowboys fringants. Ça, c'était déjà notre coup de circuit. Puis, ça faisait quelques années qu'on pensait peut-être faire une soirée plus country, parce que c'est de plus en plus à la mode, puis les gens aiment ça. Puis, nous sommes allés voir un spectacle de Francis de Grandpré à l'extérieur. Puis là, on a dit, hey, là, lui, il faut l'approcher. Fait que là, on l'a approché, il a voulu, c'est signé. Donc, le samedi soir, ça va être plus country, mais ça va être Francis de Grandpré. Ça va être, là, on est satisfait.
Cette année, dans les vignobles qui sont déjà officiels, il y a Mario Pelcha, c'est sûr qu'il va être là. Après ça, il y a l'île de Bacchus, c'est un vignoble à l'île d'Orléans qui est là. Là, on a un nouveau qui vient de plus loin dans l'Est, c'est le domaine des Salamandres. Lui, il fait des vins, mais il fait aussi des vins de poire, des poirées. Puis ça, c'est quand même peu connu, mais c'est très bon. Puis là, j'étais content quand il nous a dit qu'il venait, parce que là, j'ai dit, on va pouvoir offrir encore un autre produit que les gens connaissent peu. Après ça, il y a le vignoble de Roberval, la Bonté du Vigne. Après ça, il y a celui de Métabetchouane, la couche pagane, qui va être là. Il y a le vignoble Prémont, qui lui est à Saint-Angèle-de-Prémont, là, dans le centre du Québec. Après ça, là, j'ai comme un petit blanc, mais on en a une dizaine. Il va y avoir Baie Sauvage, là, les vins de bleuets, qui est supposé de venir aussi. Fait que, tu sais, on englobe tout, là. Tu sais, même si on porte le nom cépage, en fait, cépage vient de raisin, là, mais on essaie d'avoir une vision plus large pour pas perdre des gens qui ont un intérêt à goûter des nouveaux produits, hein. C'est sûr qu'on a besoin de commanditaires. Puis cette année, le commanditaire majeur, c'est Construction Doumi, que c'est notre deuxième année qu'on l'a. Puis sans les commanditaires, c'est impossible qu'il y ait un festival parce que ça coûte beaucoup de sous. Malheureusement, on n'est pas dans les cadres pour avoir des subventions des gouvernements. Donc, il faut aller voir les commerçants locaux. Puis, on demande. C'est le malheur des petits festivals comme le nôtre, là, mais on est chanceux parce qu'il y a beaucoup de commerces là, qui embarquent là-dedans. La primeur que nous avons cette année, c'est la Coupe des Nations. La Coupe des Nations, c'est le plus grand concours de vin au Québec. Il y a 90 vignobles d'inscrits, il y a des alcools, il y a des bières qui sont inscrites. Tout ce qui est produit alcoolisé est inscrit. Puis, ça se fait à l'Institut d'hôtellerie du Québec. Puis, c'est uniquement des connaisseurs en vin qui goûtent les produits, les sommeliers, puis qui notent les vins du Québec. Puis après ça, il y a la remise des prix là, 2 semaines après. Là, cette année, c'est 18 mai, avec le consul de France qui va être là. Puis nous allons y aller aussi parce qu'on va assister à ça, là, vu qu'ils s'en viennent chez nous. Puis nous, ça va être le samedi matin. Puis ça va se faire là, probablement sous le chapiteau. On est en train de négocier pour un endroit connu, là. Puis c'est ça, on va avoir besoin de goûteurs. Puis vu que c'est un prix du public, on ne prendra pas les goûteurs qui sont connaisseurs en vin. Ça prend des gens qui aiment le vin, mais ils ne connaissent rien là-dedans. Ils vont y goûter, il est bon, il n'est pas bon, j'aime la couleur ou non. C'est des petits choses de trucs de même du genre qu'ils vont avoir à noter. Puis il va y avoir un prix du soir qu'on va acclamer là, avant le spectacle. Le comité organisateur invite la population de Dolbeau-Mistassini, les alentours, Saint-Félicien-Roberval, la région. S'ils veulent partir de Montréal, ils peuvent. À venir 31 mai, 1er juin, sur le site qui va être sur le boulevard Walberg, l'endroit connu entre la 6e et la 7e avenue. L'entrée est gratuite pour assister à aller voir les vignerons, aller voir les spectacles. Il n'y a pas de frais. Tout ce qui coûte de l'argent, ça va être les coupons pour déguster. Mais on invite les gens à venir en grand nombre. Là, il y a des bons spectacles. Le vélo de montagne est le sport bien en vogue dans notre communauté. C'est pourquoi un nouveau club, les Rapides, prend forme. Durant l'été, les jeunes auront droit à des cours pour s'entraîner, tandis que les membres plus expérimentés pourront profiter de sorties organisées par le club. Oui, alors on vient vous annoncer qu'on a formé un nouveau club de vélo de montagne à Dolbeau-Mistassini. Le nom du club, c'est le Club de vélo de montagne Les Rapides, qui s'adresse principalement au développement des jeunes, puis des adultes aussi, là, mais principalement sur les jeunes 5 à 12 ans. On est je dirais, une gang de parents qui a décidé de former ça parce qu'on pratiquait le vélo de montagne et on souhaitait le pratiquer avec les enfants, là. Oui, c'est ça. L'an dernier, on était plusieurs parents qui se rassemblaient, qui montaient à Saint-Félicien là, pour les jeunes. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas le décoller ici dans le milieu puis permettre à plus de gens, à plus de parents puis plus d'enfants de pouvoir participer là, à cette activité-là. Bien, principalement pour rassembler les familles du secteur. On a vu un engouement. À l'époque, il y avait eu fin 2010-2009 un club de vélo de montagne qui avait été initié à l'époque, qui était un petit peu plus axé sur la course.
Et depuis, ce club-là n'a pas perduré dans le temps. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est relancer ça pour, principalement pour nos enfants, les familles du secteur. Oui, parce qu'il y avait plusieurs familles qui se déplaçaient dans d'autres villes pour aller pratiquer le sport, alors qu'on a un beau centre ici, à proximité. Donc, on s'est dit pourquoi pas le lancer ici, puis faire en sorte que les familles puissent profiter de cette belle activité-là à proximité de chez eux, au lieu de se déplacer quelques minutes et plusieurs minutes à l'extérieur. Puis on a un bon bassin. Il y avait un bon bassin, on voyait l'engouement là, pour le sport, même quand il y a le Festival du Brasseur organise un tour de vélo là, ici, puis on voyait qu'il y avait plein de familles. Donc, on s'est dit, c'est sûr qu'on va rejoindre des familles en créant un nouveau club ici. Idéalement, il faut que le jeune soit capable d'avoir une certaine aisance sur un vélo. Là. Donc, tu sais, nous, on décolle les inscriptions normalement aux alentours de l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans là, pour le volet jeunesse. Donc, c'est sûr que, tu sais, normalement, à partir de l'âge de 5 ans, là, c'est pas mal l'âge visé, l'âge scolaire, normalement. Le but, en fait, les cours pour les enfants, ils se donneront le mardi soir de 18h à 19h15. Ce qu'on souhaiterait, c'est que les adultes puissent faire aussi une balade là, pendant le cours des enfants. Donc, pour les adultes, il y aurait une sortie de vélo le mardi pendant les mêmes heures, en fait. Puis, on ajouterait aussi une sortie le jeudi qui serait guidée aussi par des entraîneurs là, qui sont formés. Tu sais, on parle d'entraîneurs, mais on veut pas faire peur à la population. On veut pas que les gens pensent que c'est vraiment des équipes de course qu'on veut monter. C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment d'avoir de joindre de vélo et plaisir, les familles, les petits qui vont d'un côté, les parents qui vont de l'autre. Après ça, le jeudi, peut-être un petit rassemblement, prendre une bière entre amis. Donc, l'objectif, c'est vraiment le développement et le plaisir. Bien, les inscriptions pour les enfants sont déjà démarrées. Les adultes, on va le faire ultérieurement. On va aussi avoir un événement le 9 mai, en fait, ici à Domiski, où les gens vont pouvoir venir s'inscrire si ce n'est pas déjà fait en ligne. Donc, c'est un petit peu ça. On ne s'est pas donné de limite là, jusqu'à présent, ni en nombre, ni en date là, pour les inscriptions, mais c'est sûr que ça se remplit quand même assez vite. On cumule déjà 30 inscriptions ou 31 d'enfants à ce stade-ci. Donc, il va falloir que les gens, effectivement, aillent s'inscrire rapidement ou soient présents à notre événement du 9 mai ici. Oui, puis lors de l'événement du 9 mai, on va avoir, c'est ça, on va avoir des hot dogs, on va avoir de la bière, on va avoir peut-être une petite randonnée, là, si les sentiers le permettent, pour les adultes, les enfants ensemble. Et puis, il va y avoir l'essayage aussi des vêtements là, pour la saison là, 2024. Donc, peut-être préciser que pour les enfants, là, le chandail est inclus là, dans l'inscription. Oui. Julien Gravel sort son 6e livre intitulé « If », une histoire qui a pour thème les secrets familiaux et notre rapport à la forêt. Un court roman qui saura vous captiver. If, c'est un roman relativement court qui parle de 5 personnages au travers de l'histoire du dernier siècle, on va dire. Donc on suit une espèce d'intrigue autour d'un animal mort et puis au travers aussi d'une famille que j'ai située dans le village imaginaire de Fond-du-Lac, qui est déjà un village que j'avais utilisé pour les Cowboys sans fatiguer. C'est un suite de nouvelles, mais qui forme un roman dans l'ensemble. Et puis, ça a une teinte noire. C'est pas vraiment un roman noir, c'est pas comme Les Cowboys sont fatigués. On est plus dans la littérature un peu plus classique, mais il y a quand même cette teinte noire. J'aborde beaucoup de thèmes dans ce livre-là, donc les relations familiales, aussi les secrets familiaux, c'est toujours un ressort qui est intéressant en littérature. J'aborde surtout la question du rapport au bois qui change au travers de l'histoire, au travers de 5 personnages qui ont tous un rapport particulier au bois, qui, à mon avis, balaye un peu l'ensemble des relations qu'on peut avoir. Certains vont dans le bois pour s'y perdre, d'autres y vont pour gagner leur vie, certains vont dans le bois parce qu'ils ont des intérêts, peut-être un peu plus de connaissances scientifiques ou de la curiosité artistique. Fait que j'essaie d'avoir des personnages qui ont un regard différent sur le bois, puis un certain rapport à cet espace qu'on connaît tous. Hein. La plupart des gens ici passent leur temps en famille dans le bois, passent leur vie aussi pour ceux qui y travaillent, fait que c'est un livre un peu sur la forêt. L'idée, elle m'est venue par à coup. Il y a une idée centrale. La première, on peut dire nouvelle, la première partie, elle m'est venue en traîneau à chien. C'est l'histoire d'un gars qui se retrouve un peu coincé sous la glace. Bon.
Puis on passait, à cette époque-là, c'était une année qui avait été difficile à gérer, la Mistassini, fait qu'on était passé en dessous de la 11e chute. Puis à un moment donné, on s'était trouvé un passage dans les glaces, et puis le chemin passait à un niveau qui était en dessous du niveau de l'eau. Fait que là, j'ai commencé à penser, oui, c'est vrai que sous l'eau, entre l'eau et la glace, il doit y avoir des cavités, etc. Donc j'avais cette idée-là, qui est un peu le début, qui est le début du roman. Puis il y a d'autres idées qui me sont venues à différents moments, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Puis j'ai rabouté un peu tout ça. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas publié de nouveaux livres, puis j'avais besoin d'un projet un peu fun qui me remette le pied à l'étrier. Puis je suis allé voir ce que je fais, à mon avis, relativement bien, le rapport au bois, et puis en m'appuyant sur des projets précédents. Fait que c'est IF. Ben moi, je suis rentré en littérature avec le métier de guide de plein air. Alors, ce serait faux de penser que la littérature est rentrée dans ma vie à ce moment-là, mais c'est moi qui suis rentré dans la littérature à ce moment-là, avec un projet qui s'appelait Nitassinan, qui est un livre qu'on trouve encore, qui est encore vendu au Musée amérindien de Mastoyache actuellement. Dans les librairies, on le voit un peu moins, il a quand même 12 ans, hein, fait qu'il reste un peu moins longtemps dans les fonds. Et puis, c'était un peu le même genre d'exercice, c'est-à-dire aller chercher 9 histoires qui étaient organisées selon le cycle des saisons, et aussi selon le fil de l'histoire. Donc depuis avant le contact jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que ça s'appelait Nitassinan, parce qu'en plus, on était à l'époque où Mastoyache revendiquait un peu ce terme de Nitassinan pour la région du lac. Fait que moi, j'étais allé voir un peu comment est-ce que notre rapport au bois a pu être transformé. Donc, j'étais nourri par ma pratique de traîneau à chien. On cherche une orientation, on cherche un passage dans la rivière. Aujourd'hui, on a des outils qui sont assez évidents pour un passage dans la rivière. On prend la hache, on regarde l'épaisseur. À l'époque, avant le contact, pas de hache en fer. Comment est-ce que les gens fonctionnaient? Fait que ça avait stimulé beaucoup mon imagination. Et puis moi, j'ai quand même je suis quand même enraciné dans les questions environnementales depuis toujours. Moi, j'ai fait mes études là-dedans. Fait que j'avais envie de ramener cette notion de quel est le lien qu'on a au territoire. Et ça a été mon premier livre. Donc après, j'en ai fait d'autres, mais c'est un peu mon ADN, parce que je pense que quand on est écrivain, notre premier livre, c'est un peu celui qui nous définit. J'ai toujours des livres dans ma tête. Ça fait partie. Demander à un agriculteur s'il n'a pas de projet pour l'année prochaine, demander à un patenteux. On a tous des projets, ça n'arrête pas. Et puis, c'est bon signe, ça veut dire que la créativité est là. Moi, je fais ça depuis assez longtemps pour savoir qu'elle n'est pas toujours là au même niveau. Ça va avec la vie qu'on mène, ça va avec nos vies professionnelles, nos vies personnelles. Fait qu'il y a des moments où on a un peu moins de créativité. On va rechercher dans les vieux manuscrits, comme j'ai fait là. J'étais une période un peu de transition professionnelle. Puis il y a des fois, on se sent bien là où on est, puis on n'a pas besoin d'aller chercher dans les manuscrits, hop, ça part. Donc on apprend à gérer un peu les aléas de la créativité. Puis, mais si on aime ce qu'on fait, je pense qu'on l'a toujours en tête. Il y a des gens qui vont écrire un livre parce que c'est un projet d'une vie, ils vont vouloir partager un événement personnel, une histoire de famille, puis ils se mettent un peu au service de ce projet-là, puis quand il est parti, il est parti. Moi, je fais de la fiction, puis de l'essai. Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite. Mon livre est sorti le 10 avril. On peut l'acheter dans toute bonne librairie. Les librairies indépendantes sont là. On en a évidemment à Dolbeau, mais on en a partout sur le lac. On peut le commander aussi par correspondance, si c'est plus facile. Et puis on peut le trouver aussi dans les bibliothèques, comme ici, puisqu'on a la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini. Fait que c'est à partir du 10 avril jusqu'à épuisement des stocks qui va être disponible. Le 4 avril dernier, l'Ordre du Bleuet a annoncé ses lauréats 2024. Une citoyenne de Dolbeau-Mistassini, Mme Guylaine Hébert, fait partie des nommés. Cette 13e édition est sous la présidence d'honneur de M. Jean-Pierre Boivin et le gala se tiendra le 25 mai 2024 à la salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse de la Société de l'Ordre du Bleuet et merci de vous être déplacés pour y assister. Les principaux objectifs de la rencontre sont les suivants. D'abord, évidemment, ce que vous attendez tous, le dévoilement des lauréats 2024, la présentation officielle de notre président d'honneur, l'invitation de toute la population à assister à notre grande fête grandiose qui aura lieu le 25 mai prochain dans cette belle salle Maria-Chapdelaine, Desjardins Maria-Chapdelaine. C'est avec une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui à Dolbeau-Mistassini pour dévoiler les détails tant attendus de l'Ordre du Bleuet pour l'année 2024. Ce gala régional, symbole de l'engagement envers les arts, la culture et le patrimoine, revêt comme à chaque année les prémices d'un événement qui sera inoubliable. Le 25 mai prochain, notre magique salle de spectacle sera mise à contribution
pour devenir le théâtre d'une grande célébration des talents exceptionnels du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes profondément reconnaissants envers ceux qui contribuent à la réalisation de cet événement qui, une fois de plus, et avec fierté, se déplace chez nous. Cela témoigne bien de l'importance de Dolbeau-Mistassini dans le domaine culturel, et ce, sur l'échiquier régional. Vous savez que le monde de la culture a besoin de nous, mais on a aussi besoin de ce monde-là. Tous les jours, les nouvelles, encore hier, avec l'assassinat de 7 personnes, tous les jours, on a des mauvaises nouvelles et les gens se réfugient dans la culture, que ce soit les arts, la peinture, les livres, les spectacles. Et si vous voyez la quantité de spectacles qu'il y a dans la région l'été prochain, c'est sûr que ça va être plein partout parce que les gens ont besoin de cette culture-là. Donc, je félicite encore une fois l'organisation de l'Ordre du Bleuet et aussi mes félicitations à tous les lauréats qui seront introduits à l'Ordre au mois de mai. Et aujourd'hui, donc, je vous révèle les 10 noms. D'abord, il se trouve 4 catégories. Engagement, régionaux, donc des gens qui sont encore sur le territoire actifs ou en processus de retraite. Vous avez diaspora et vous avez les posthumes. Alors, si vous me permettez, je commencerai avec catégorie engagement. Alors, c'est Mme Guylaine Hébert. En quelques mots, Mme Hébert aura une longue carrière dans le domaine de la santé. Par contre, on la retrouve dans un parcours impressionnant, cette dame de Dolbeau-Mistassini, avec des thèmes de prédilection qui sont la famille, les femmes, l'économie, la politique et la culture. Et justement, à titre de culture, Madame Hébert fut membre du conseil d'administration du Festival du Bleuet, est responsable du comité de financement de son 40e anniversaire, membre du comité d'élaboration d'une politique culturelle à Dolbeau-Mistassini, coprésidente du comité pour un lieu de diffusion culturelle dans la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, une capitaine pour ce qui est de la culture à Dolbeau-Mistassini. C'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour la saison régulière. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. Toute l'équipe de la Télé du Haut-du-Lac vous souhaite un bel été. Au revoir.